joueurs de 13 sont des gens, des Français qui ont suivi des cursus normaux, à l'université, au lycée, mais c'est dans l'esprit que la différence se fait, car le trésiste, il a dans sa tête quelque chose qui vient du schisme que le rugby à 13, dont est issu le rugby à 13, c'est-à-dire la fameuse séparation avec le rugby à 15, qui a fait qu'au fond, tout ce qui était trésiste, tout ce qui pratiquait à 13, ou tout ce qui regardait du 13, ou tout ce qui s'occupait du 13, c'était des gens qui étaient quand même un peu des prolétaires, c'était un peu la sous-classe, je le mets entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des gens qui, comme en Angleterre, c'était pas la gentry. Nous, on était des professionnels de la voyoucratie un petit peu, des gens qui se battaient, des gens qui n'avaient aucune foi ni loi, or que le 15iste c'était le notable. Alors dans les villages, disons que pour schématiser, une équipe qui se montait à 15 pouvait avoir le médecin, le notaire qui s'occupait de ce club, et quand c'était le 13, c'était l'ouvrier agricole. Jusqu'en 1939, le rugby à 13 continue de se développer en France. Il vit une période d'expansion foudroyante qui inquiète le 15. À la veille de la guerre, on compte plus de 300 clubs. Juin 1940, la défaite. Le gouvernement de Vichy, à peine installé, s'en prend au sport professionnel. Il le juge contraire aux valeurs d'amateurisme qu'il veut promouvoir. Et là, il y a quand même un épisode qui n'est pas très glorieux pour le sport français en général, à savoir que par un décret de Philippe Pétain de décembre 1941, le rugby à 13 a été rayé de la carte. On a saisi les biens de la Ligue française de rugby à 13, dont le siège était rue Drouot à Paris, et le 13 a disparu. Assurer l'avenir, c'est ce que veut pour tous le maréchal. Et d'abord assurer l'avenir de la race. Cela, c'est au sport, à l'éducation physique que nous le demanderons. À Vichy, accueilli par M. Carcopino, secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la jeunesse, et par M. Jean Borotra, le chef de l'État est venu assister à la splendide démonstration de la valeur éducative des disciplines nouvelles données par le Collège national des moniteurs et d'athlètes d'Antibes. Cette journée sportive n'avait en effet d'autre but que d'apporter une illustration des principes éducatifs du commissariat général à l'éducation générale et au sport. Et c'est là l'un des témoignages les plus éloquents de cette volonté de rénovation physique qui s'est traduite pour un type dans cette formule, être fort pour mieux servir. Alors, ce qui pose problème devant l'histoire, c'est pas spécialement que Vichy est interdit de rugby à 13, à la limite c'est logique, tellement il était moderne. Par contre, ce qui pose problème, c'est qu'à la Libération, où on aurait pu croire que le vent de liberté ressouffle à nouveau, là tout est fait pour que le rugby à 13, lui, ne reprenne pas ses racines en France. Et là, l'aspect résistance va jouer, puisque des dirigeants trésistes issus de la résistance, comme Paul Barrière, vont prendre le dossier en main et se battre, mais de façon forte, pour que le rugby à 13 puisse réexister de nouveau. Ils réussiront. Mais sous la pression des 15istes, ils devront désormais s'appeler Jeux à 13. Cette subtilité permet de contourner une ordonnance du général de Gaulle qui rétablissait dans leurs biens les associations ayant souffert du gouvernement de Vichy. Comme le jeu à 13 est un nouveau sport, créé en 1946, il ne peut avoir été spolié pendant la guerre, car il n'existait pas. La fédération de 15 conserve donc les biens des trésistes qui lui ont été confiés en 1941. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 1946, le rugby à 13 redémarre, mais on lui impose des conditions qui, pour moi, relèvent de celles qui ont été imposées aux protestants par l'édit de Nantes. C'est-à-dire qu'on tolérait la pratique, mais on ne tolérait pas qu'elle se développe. Donc pas de rugby à 13 dans les écoles. La religion sportive, rugbystique officielle de la France, c'était le rugby à 15. Et le rugby à 13 pouvait exister, mais vraiment en marge. D'où son développement actuel au rugby à 13, très faible, très marginal, puisqu'il n'est pas enseigné dans les écoles. Je suis professeur d'éducation physique et on m'a empêché, puisque ce n'était pas possible, de prendre l'option rugby à 13. Donc comment voulez-vous qu'un sport se développe sans l'école? Est-ce que le handball français aurait été champion du monde sans les professeurs d'éducation physique? Ce ne sont pas les images du handball qu'on voit à la télévision qui auraient fait que des jeunes Français pratiquent ce sport. Bien.
Bien joué. Sors. Qu'est-ce que vous pensez du 13? J'en pense que du mal. C'est un truc qui n'aurait jamais dû exister d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis battu pendant 24 ans avec le président de la fédération. Ça, je reconnais que je n'aurais pas fait de cadeau. Maintenant, de l'autre côté, je crois aussi que je n'ai pas été écouté. Parce que quand Moriès était le président de la fédération à 13, un jour je lui avais dit, écoutez, moi je vous fais une proposition. Je ne veux pas vous humilier. Ce que l'on pourrait faire, il faut faire un seul rugby. Nous pourrions faire du 13 jusqu'à 15, 16, 17 ou 18 ans. Et après, on ferait du 15. Il était d'accord, et puis je pense qu'il n'a pas été suivi. Mais enfin, c'était la solution. Et vous avez déjà joué à 13, vous? Je peux le dire maintenant, j'ai joué un match. Parce qu'à Marmande, j'étais soldat à Cazaux. Oui, et alors, un jour, j'arrive à Marmande, ils étaient passés à 13. Et ils m'ont demandé de jouer, j'ai joué. Vous avez joué une fois? Mais je ne l'ai pas dit, j'ai dit après que c'était mon frère. Je me serais radié autrement. Parce que c'était grave à n'importe... Bon, alors, c'était plus que grave. Ça, j'étais sûr de passer la casserole. Le jeu à 13, comme on l'appelle à l'époque, remonte petit à petit la pente. Les équipes se reconstituent dans le sud-ouest et la France participe avec plus ou moins de réussite aux premières compétitions internationales de l'après-guerre. Rugby à 13 au Parc des Princes. Les Néo-Zélandais, numéro blanc sur le maillot, contre l'équipe de France. Attaque des trois quarts français. L'Espèce tente de percer, mais il est plaqué par le trois quarts kiwi Forrest. Sortie de mêlée pour le Néo-Zélandais Barchard, qui passe à Forrest. Enfin, Forrest marque un essai qui sera transformé. Les Français réagissent par Calixte qui sert comme. Mais Forrest intercepte et contre-attaque. Un magnifique sprint de Robertson coûte à la France un autre essai. Nouvel assaut des Kiwis par Forrest, McGregor et Jordan qui augmentera le score. En une mi-temps, les Kiwis ont vaincu les Français par 11 points à 7. En 1951, un événement bouleverse l'histoire du 13. Un événement inattendu qui va redonner à ce sport la faveur du grand public. Paul Barrière, alors président de la Fédération française de jeux à 13, organise une tournée de l'équipe de France en Australie. Pour ça, c'est un pari avec mon ami Devernois, qui était vice-président. Et nous avons décidé de faire cette tournée parce qu'il y en avait ras-le-bol de voir que l'on nous considérait un peu comme des gens mineurs. Il a fallu la faire et il a fallu à ce moment-là trouver, non pas des sponsors, les sponsors n'existaient pas, mais trouver des amis dont certains s'occupaient d'autres sports que le rugby pour avancer au moins les billets d'aller. Car l'aller a duré 4 jours et demi, 5 jours. Mais on a pu vite rembourser celui qui nous avait fait l'avance. La tournée triomphale, vous la connaissez. C'était une revanche de rugby à 13, car il ne faut pas oublier que le rugby à 13 avait été dissous par le gouvernement de Vichy. Et ça, quand même, le résistant que je suis avait une petite vengeance à prendre. Et on est arrivé à Sydney, pas de problème. On a commencé l'entraînement et tout. Et tous ils mangeaient des steaks frites, et il y avait des canards, il y avait des saumons, il y avait des lièvres magnifiques, et ils ne mangeaient pas. Ils mangeaient que steaks frites. Et moi, avec les cailloux, je tuais les canards. Et on les pelait, et après on les mangeait. Les Australiens, ils rentraient dans le bar, parce que le bar, il ouvrait, mais à 9h, 1 seconde, il fermait. Alors, ils commandaient 6, 7, 8 bières. Et il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, ils étaient fracassés. Quand ils sortaient, ils disaient « boxing, 3 matchs ». « Ok, boxing. Combien ? 2 livres, 3 livres. Je me mettais en face, lourd, qui baissait la tête, bam, raide. Et les matchs, ils étaient solides? Les Australiens? Alors, ils étaient costauds, oui. Très costauds. Mais disons que nous, on avait un rugby plus équipe. Que eux, c'était la force et tout, tandis que nous, c'était le festival de rugby, quoi. On jouait au rugby. Si on est 13 sur un terrain, c'est pour s'amuser les 13. C'est pas pour s'amuser tout seul. Alors,
On avait une très belle équipe. Le public australien a été sidéré de voir cette équipe jouer ce jeu qui n'avait pas l'habitude. Parce que le 13 en France jouait un jeu beaucoup plus spectaculaire, c'est-à-dire que autant les Australiens avaient ce rugby en force, qui est toujours le leur aujourd'hui, de percussion et de progression à coups de boutoir, les 13 faisaient virevolter la balle, avec Jean Dopp, avec Pigobert, avec Merquet, avec tant d'autres. Ils avaient vraiment une équipe exceptionnelle. Ils ont battu les Australiens au premier test, ça a été un événement. En 2 mois et demi de tournée en Australie, de Canberra à Sydney en passant par Melbourne, puis en Nouvelle-Zélande, de Auckland à Wellington, les Français remportent 20 victoires et ne concèdent que 4 défaites. Le voyage de retour dure 5 semaines, cette fois par la mer. On est arrivé en bateau à Marseille. On a débarqué, chacun une voiture Peugeot, et on défilait sur la Canebière. Les gens, ils n'en revenaient pas, parce que Marseille, c'est un pays de football quand même. Mais il y avait un monde de fous pour nous accueillir. En effet, pendant quelques heures, la Canebière fut transformée en une espèce de Broadway ou de 5e avenue un jour de retour triomphal. Défilé, papier, musique, lumière, rien n'a manqué. Il y avait même quelque chose en plus, quelque chose qui n'existe pas à Broadway. Il y avait l'accent marseillais et une puissante odeur de bouillabaisse. On avait chacun sa voiture sur la Canebière, avec le chauffeur, et on saluait tout. Et j'avais pris la casquette d'un gendarme, moi j'avais mis sur la tête. C'est un grand souvenir. Ah oui, magnifique. Cette tournée marque le début des grandes années du jeu à 13. À Lyon, l'équipe de France de jeu à 13 en maillot sombre a rencontré celle de Grande-Bretagne devant une assistance qui cuisait lentement au soleil. Attaque dangereuse de McCormick, qui feinte Jiménez et Voron, et s'écroule finalement en touche. Les 3/4 britanniques déchaînés attaquent dans un style très brillant. Et sur une hésitation de la défense française, Naughton marque aisément un nouvel essai. Fort heureusement pour elle, la France possède en Pigobert un buteur remarquable, ce qui compense la supériorité des 3/4 britanniques, dont chaque descente est dangereuse. Pigobert veut prouver qu'il sait aussi marquer des essais, et sur une passe de Rinaldi, il surprend toute la défense britannique et marque. La France gagne 28-17. Pigobert. Ce joueur d'exception est la grande révélation sportive de l'après-guerre. Près de 50 ans plus tard, son souvenir est si vivace qu'une stèle a été inaugurée en novembre 2000 à l'entrée du stade de Carcassonne où il jouait. Je dirais simplement que Aubert a profondément marqué le rugby en général. À la cigarette grillée à la mi-temps, en passant par les entraînements où il ne voulait guère courir, s'est forgé une légende aux dimensions humaines proches de nous. Fumeur invétéré, Pigobert reçut le surnom de Pipette qu'il garda toute sa vie. J'ai rencontré Pigobert d'une façon curieuse. Les dirigeants de Carcassonne sont venus me trouver la veille d'un match en me disant il faudra que vous veniez demain au match parce que nous allons faire débuter un jeune joueur et il se peut qu'il n'ait pas la licence. Je leur dis mais s'il n'a pas la licence vous l'aurez, je vous la fais faire dans la nuit. Non, mais on préférerait que vous veniez quand même. J'arrive le lendemain dans ce stade où nous sommes là. Effectivement, je vois arriver un jeune joueur et à ce moment-là, je dis à Pigobert, mais tu vas jouer à 13 ? Ah oui, je commence aujourd'hui. Très bien. À ce moment-là, le match commence. Deux gendarmes arrivent, se mettent à mes côtés et me disent, Monsieur le Président, nous allons vous procéder à votre arrestation pour rapt d'enfant. Parce que le père de Pigobert a porté plainte pour rapt d'enfant. J'ai écouté, laissez terminer le match. Le match est terminé. À la sortie, j'ai dit, alors je suis à votre disposition. Mais ils me disent, mais entre-temps, la maman de Pigobert a enlevé la plainte, donc il n'y a plus de rapt d'enfant. L'histoire est simple, banale, et c'est devenu mon ami pour toute sa vie, pour toute la mienne. Alors il y a Grescard, Mazo, qui est le père de Mazo, qui s'occupe des Irakais, Pigobert,
Guillet, moi, Larry. Comment il était, Puy Gobert? Formidable. Les coups de pied terribles. À ce moment-là, c'était des ballons en cuir. Et lui, des 50 mètres, il faisait des buts. Tandis que maintenant, les ballons, ils sont plus légers et moins lourds. Tandis qu'avant, les ballons en cuir, c'était dur pour faire des coups des buts de 50 mètres. Comarlière était sensationnel. Un changement de pied terrible. Quand il s'intercalait dans la ligne 3/4, ça y est, il perçait de lui-même. Et aussitôt, un avant ou deux arrivait, hop, il en faisait la passe, c'était laissé. Ah, ce diable de pipette, oui, il était bon. Au Parc des Princes, le 13 de France tente de prendre sa revanche sur la redoutable équipe néo-zélandaise, en maillot noir, par laquelle il avait été battu en août dernier. À la puissance des Kiwis, les Coqs vont opposer une finesse de jeu qui aura souvent raison des plus rudes assauts. Durant 2 décennies, les tournées internationales se succèdent. La France fait souvent jeu égal et bat même les meilleures équipes du monde. France bat Nouvelle-Zélande par 8-3. À cette époque, le statut des joueurs est ambigu. Officiellement, ils sont professionnels du rugby, mais en réalité, la plupart sont obligés de travailler pour vivre. Le président nous laissait le mercredi après-midi pour l'entraînement et le dimanche pour jouer. Mais on travaillait sur les quais, à Marseille, au sucre, les sacs de sucre, de 80 kilos et en avant. Et vous étiez quand même payé pour jouer? Pas grand-chose. Vous n'auriez pas mangé beaucoup avec ça. On avait des petites primes qu'on gagnait, mais pas... C'est pas l'époque de maintenant, hein. Non. Et on aimait le sport. Oui. C'est pas l'argent qui nous intéressait, c'était le sport. Non, il y a eu là des années magnifiques, magnifiques. C'est dommage après que c'est parti. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais c'est parti à Béberine parce que c'était tous des joueurs et il y avait quand même des juniors qui étaient bons. Ils auraient pu renforcer encore ces équipes-là. Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas tourné rond, là. Effectivement, quelque chose ne tourne pas rond. Le rugby à 13 accumule les erreurs, manque les tournants importants. Il s'agit par exemple de 1958. Il y a eu la télévision qui a fait son apparition dans le sport national. Eh bien, tout le monde s'en est occupé. Et nous, eh bien, nous non. Nous avons profité pour vouer aux gémonies les gens qui s'en occupaient, les journalistes qui étaient avec nous et qui avaient compris que ce média était important. Nous les avons honnis et nous les avons chassés. Et évidemment, les gens ne mettent pas longtemps à comprendre. Ils sont partis. Et nous sommes restés, nous, avec nos certitudes, mais en même temps notre misère. Et 58 a fait que déjà la télévision avait commencé à dire cela ne semble pas être intéressé par ce que nous faisons.